Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci de venir vous prêter à l'exercice de cette table ronde euh, une réédite. Enfin, c'est un procédé qu'on avait mis en place en 2020-2021 à l'époque du Covid et qui a eu un beau succès, mais eu égard aussi à l'impossibilité de pratiquer et qui a été mis en dormant depuis. Donc on reprend avec la commission histoire de la fédération pour proposer un autre type d'espace de partage autour des sources, mais ça pourrait être, là pour ce soir c'est autour des sources, parce que c'est la commission histoire, mais on pourrait imaginer d'autres usages à ces tables rondes. Donc ce soir on va parler d'Estlesa, avec 3 célébrités françaises, francophones. Je ne me prononcerai pas après pour Donc on a Johanna qui pratique maintenant depuis les AMHE depuis plus d'une dizaine d'années, qui s'est intéressée à ce qu'elle appelle la vraie escrime. J'imagine que c'est la Vela Deslesa, Oui. avant le Covid, et qui s'est vaillamment lancée dans la traduction de textes espagnols de l'époque, notamment en Alves, et elle reviendra probablement dessus. Par ordre de liste d'apparition sur les écrans, Marc-Olivier Balatin, qui a un ancien de la reconstitution et de l'escrime, et qui est apparu dans les AMHE depuis maintenant 15 ans, et qui travaille entre autres sur les traités d'escrime ibériques, où il distingue entre autres l'escrime commune en français et la Deslesa, et on en parlera ce soir, et qui a lui aussi fait quelques travaux d'édition, dont une récemment de mémoire. Et enfin Sébastien Romagnan, qui est dans le monde des AMHE depuis aussi un paquet d'années. C'est quelqu'un que je côtoie ici ou là depuis très très longtemps, qui a été prix Philippe Le Pérard dans, je crois, la première édition de ce prix, enfin, ou deuxième, en 2013. La première. Voilà, la première, notamment pour ses travaux d'édition sur Rada, et qui a publié plusieurs livres à ce sujet, donc soit sur Ettenard, je sais pas si c'est un allemand, mais je sais pas comment ils prononcent les Espagnols, et sur Rada. Donc nous avons 3 personnes qui ainsi se sont frottées au travail de manipulation des sources et surtout d'édition et de traduction. Mais avant ça, parce que j'aimerais bien déjà très simplement vous demander comment vous définisseriez la Deslesa. D'ailleurs, pourquoi, et deuxième sous-question, c'est pourquoi les Espagnols n'ont pas pu faire comme tout le monde et appeler ça escrime. Alors, qui se lance sur cette question? Bon. Tu vas, Johanna, ou j'y vais? Allez, bon, je vais y aller. Allez, vas-y, c'est parti. Alors, la traduction, la première, elle pose de vrais problèmes, puisqu'elle est souvent associée à dextérité, mais c'est très réducteur, puisque la destreza va s'appliquer à quelqu'un qui est, je vais dire, habile de ses mains. Vous me coupez les 2 autres si je dis n'importe quoi. Et donc, la limiter à une agilité digitale est très réducteur. Un potier qui serait très très bon, le terme destreza pourrait s'appliquer aussi. Ensuite, pourquoi destreza? Je pense qu'il y a une volonté d'englober quelque chose d'autre ou d'être plus large que le simple maniement de l'épée, parce que la destreza est absolument pas un système formel. Donc moi, j'ai commencé à bosser dessus en 2007. Je galérais vraiment. Et puis à un moment, j'ai l'intuition où je comprends qu'en fait, c'est un système théorique, qu'en fait, c'est une grammaire de l'escrime. Je trouve que c'est la meilleure manière de le définir. Mais au-delà de cette grammaire de l'escrime, il y a aussi toute une dimension philosophique
qu'on ne retrouve pas, à ma connaissance, mais sorti des traités espagnols et de Rada, j'avoue que je ne lis pas beaucoup. Il n'y a pas cette dimension respect de la vie humaine. Je pense à, comment il s'appelle, Dancy. Au début, il dit, bon, si on peut régler le problème sans avoir à se battre, c'est mieux. Mais en fait, c'est quelques pages, quelques lignes dans son traité, là où dans le cas de Rada, tout le premier volume de Noblessa, c'est comment je respecte la vie humaine, puisque la règle numéro 1, je crois que c'est Reron da Silva qui l'écrit, règle numéro 1, c'est je protège ma vie, règle numéro 2, je protège la vie de mon adversaire. Et donc, il y a toute cette dimension-là qui va au-delà du simple maniement de l'épée. Et pourquoi aussi c'est une grammaire? Parce que, alors moi, je ne l'applique qu'à la rapière, mais finalement, ça peut s'appliquer à peu près n'importe quelle arme ayant une lame. Et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu appeler ça escrime, parce que ça peut aller très au-delà de ça. Je peux compléter. Alors déjà, le nom complet, c'est la véritable compétence, adresse, etc., comme vous voulez le mot que vous voulez, Destreza, et philosophie des armes. Donc déjà, on intègre aussi pas que l'aspect adresse, mais philosophique avec l'enseignement qui va derrière. Donc la philosophie au sens connaissance large, mathématiques, sciences. On va retrouver beaucoup de philosophie, de la physique d'Aristote, hein, dans les traités. Donc c'est aussi une escrime du coup qui se veut raisonner. Et donc c'est pour ça que ça s'oppose par rapport à l'escrime qui est pas forcément qui est un enseignement plus empirique. Ça va se construire aussi en opposition avec l'escrime vulgaire, et ce qu'on appelle l'escrime vulgaire, moi j'aime pas trop le terme, mais l'escrime commune, autrement dit l'escrime de celui qui n'a pas suivi les préceptes de l'éducation normale de l'époque, ou des connaissances, l'état des connaissances de l'époque, avec des grands guillemets, hein, parce que c'est assez relatif. Et donc c'est bien un système, comme disait Sébastien, qui est théorique et qui du coup se veut transverse et qui s'applique grosso modo avec tout. On va retrouver dans les traités je prends Pacheco par exemple, hein, on va trouver de la pertusane, on va retrouver de l'épée dague, on va retrouver de la double épée, on va retrouver toutes les armes, voilà, on va retrouver de la pique, on va retrouver des armes qui sont des armes militaires également. On va retrouver de l'opposition par rapport aux morts et aux Ottomans. Donc là, on est bien dans un contexte plus militaire. Donc c'est vraiment l'art de combat de façon très large. Si je prends l'escrime commune, on a en gros un traité majeur qui nous explique l'escrime commune, qui est celui de RT des Escrima, le MS-BBA 58, attribué à Godino. Donc portugo-espagnol, c'est un peu bizarre, galicien, on ne sait pas trop. Et là, on n'a pas tout à fait le même concept. Là, c'est vraiment, on a un chapitre, une arme. C'est pas un truc transverse, c'est pas un enseignement transverse. Et en escrime commune, on va avoir souvent la main de tenter, parce que ça, on en parlera peut-être après, mais voilà, c'est une continuité qui vont garder le plus de tradition, on va dire. Mais on a vraiment des techniques où on t'apprend telle technique, tu fais l'enchaînement de façon très commune dans tous les autres traités qu'on peut retrouver dans tous les autres traités, on va te montrer un petit enchaînement que tu vas répéter. Et la Destreza, il n'y a pas ça. Donc ça vient par opposition justement à ce système d'enseignement ici. Donc la Destreza, entre guillemets, s'il n'y a pas d'escrime commune, ça ne peut pas vraiment exister. Vous prenez les traités tous les premiers traités de Destreza, alors je connais moins sur la fin du XVIIe, mais il y a quasiment dans tous une partie où ils expliquent comment combattre l'escrimeur commun et ils expliquent les techniques de l'escrime commune. On connaît presque mieux l'escrime commune par les auteurs de Destreza que par les auteurs d'escrime commune. Et c'est une construction par opposition aussi. Donc moi je la définis entre autres comme ça, comme une escrime qui s'oppose à l'escrime du vulgaire, du commun, ou de l'escrime qui se pratique probablement de façon un peu transverse partout, même si c'est pas la même chose, hein, d'un maître à l'autre ou d'une région à l'autre, mais qui peut se pratiquer partout dans l'Empire espagnol à l'époque. Tu partages. Johanna, Oui. Johanna, tu veux continuer, peut-être compléter toi aussi? Oui, je vais rajouter aussi mon interprétation. Je suis sensiblement d'accord. J'ai eu 2-3 petites différences. Je pense que la destreza, on pourrait, au lieu de le traduire par adresse ou agilité, on pourrait choisir compétence. Parce que en fait, le diestro se doit d'être compétent en maniant l'épée, mais aussi dans sa vie. Parce qu'en fait, si on lit... Alors moi, je connais que Carranza et Pacheco et Viedma. Je ne suis pas encore allée plus loin que ça. On est vraiment dans
comment dire, un manuel de vie, de comment mener sa vie. C'est-à-dire qu'on doit être un bon diastro, mais comment on l'est. Et si on prend Pacheco, il nous explique l'hygiène de vie d'un diastro, dans Grandezas, comment il doit être physiquement, moralement. Donc, c'est pas que de la technique, on va dire. Un diastro, on a tout un bagage de philosophie, d'art de vivre, de noblesse. Et je pense que ça, il faut vraiment qu'on le tienne, qu'on l'ait en compte, c'est qu'on est sur, je pense, un public de nobles. Là où l'escrime commune serait plus, comme tu dis, dans un but militaire. Je tique un peu parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse appliquer la destreza à un art militaire, sachant que le but premier de la destreza, c'est effectivement de montrer à son adversaire qu'on peut le tuer, mais on ne le fait pas. D'où les 100 conclusions, puisque quelle est la meilleure manière de montrer à son adversaire qu'on est meilleur, mais noble? Eh bien, c'est une conclusion où on va le désarmer et l'empêcher de nuire. Voilà. Ouais. Donc ça, vraiment, c'est une petite chose que je voulais ajouter. Et je voulais aussi ajouter que la destreza, bon, elle est née au 16e avec Carranza, mais il faut savoir qu'à l'origine, Carranza, je ne devrais pas le dire, mais bon, tant pis, il s'inspire quand même de Camillo Agrippa et des essais sur la science des armes. Et en fait, il va, je ne devrais pas le dire, les Italiens vont être trop contents, mais il va en fait s'inspirer de ça pour pouvoir construire via son philosophia par cas de dialogue, construire la verdadera destreza, et ce n'est que Pacheco qui va véritablement la nommer comme ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci. Attends, juste par contre. Non, en fait, il y a Sébastien qui trépigne depuis quelques minutes. Ah oui, pardon. Je voulais rajouter deux petites choses sur lesquelles on n'a pas parlé. C'est il faut aussi prendre le contexte espagnol de l'époque. Il est difficile d'obtenir l'imprimatur via l'Inquisition espagnole si on écrit un livre dans lequel on apprend à tuer les gens. Et je pense que ça m'est revenu, mais je trouve que ce qui résume bien la destreza pour moi à l'époque, la destreza, elle permet de concilier l'obligation mondaine de combattre et l'interdiction chrétienne de tuer, notamment dans les milieux de la noblesse. Je rajoute un petit point sur la partie tuer. Il y a un très beau bouquin qui est celui de Claude Socialis qui s'appelle La loi du duel, qui parle justement de ce qui se passe en Espagne sur le XVIIe. Et en gros, pour résumer un peu vulgairement et rapidement, en gros, ils voient ce qui se passe en France, ils voient ce qui se passe dans d'autres pays, et du coup, ils essayent de mettre un grand holà sur le duel pour éviter que ça parte trop en vrille. Ça a plus ou moins bien marché. Plutôt moins que... Parce qu'en fait, quand on gratte, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de duels qui ont lieu à droite à gauche. Mais il y a une vraie volonté de limiter le duel, limiter le nombre de morts, parce qu'ils voient ce que ça donne en France. Dans d'autres pays, ils ne veulent pas la même chose. Donc la destreza, quand ils écrivent, ils sont obligés de respecter ce cadre-là, parce que forcément, l'État, il est très, très... il va surveiller ce genre de sujet. Donc, voilà. Je me permets de compléter sur l'aspect militaire, c'est pas un traité manuel militaire, pas confondre les deux, c'est une éducation justement des nobles qui peuvent être amenés à être des militaires à côté, et donc savoir faire un atoro basique à la pique, c'est facile, hein, ça fonctionne. Pour avoir un peu testé là à côté, mais c'est bon, c'est le monde de l'Arc-en-Ciel, c'est un peu à part. On peut faire des reliages basiques, on peut faire les mouvements assez basiques de destreza avec une pique ou un bâton, ça marche assez bien, ça donne des notions. Vu que c'est un système qui est très théorique, voilà, ça va apprendre le b.a.-ba militaire. À l'époque, il n'y a pas de manuel militaire, il n'y a pas d'enseignement militaire comme on le connaît plus tardivement. Et donc, en fait, avoir une éducation aux armes, ça fait partie du global. Donc, le fait qu'en destreza, ils abordent un peu la pique, ils abordent un peu les armes d'as, c'est que derrière, il y a aussi un but d'éduquer de façon très large des gens qui pourraient aller sur le champ de bataille. C'est pas de l'application pure et dure de la destreza, mais c'est bien qu'ils aient des concepts, qu'ils comprennent que certains concepts peuvent s'appliquer avec d'autres armes, y compris des armes de guerre. Donc, c'est une vision un peu plus large. C'est l'art du combat, quelle que soit sa forme, que ça soit mondain pour se défendre, ou autre, même s'il reste un peu anecdotique à l'échelle de la pratique probablement, parce que comme disait Johanna, ça reste quand même très très mondain, ça reste très propre de la noblesse, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps de leur faire descendre et faire perfuser jusque les cases plus en bas où il y avait l'enseignement de l'escrime. Mais c'est pas un manuel militaire par contre, pas des choses comme ça. Mais il y a bien des enseignements de la pertusane, de la pique, etc. Et c'est assez rare de trouver ça au XVIIe, il faut le noter. Merci pour ces éléments. Alors, il y a plusieurs axes qui sont développés, qu'on
sur lequel on rebondira un peu plus tard. Donc, on a ici, donc ce que j'entends, une escrime qui est construite par opposition et c'est exprimé tel quel dans les premiers traités. Et ça m'amène effectivement, il y a plusieurs noms qui ont été lâchés en pâture. Je crois que Johanna a dû annoncer que le premier maître identifié, c'était Calança. Et donc, voilà, peut-être dire qui sont les principaux maîtres et comment, sur quelle période ces traités s'établissent-ils? Comment les maîtres, à peu près quelle époque ces productions sont faites? Parce que de mémoire, Rada, c'est 18e et Carranza, c'est fin 16e. Donc, qui se lance? Carranza, ouais, c'est fin 16e. Il a écrit, alors je ne sais plus quand est-ce qu'est parti son... 1568, 1568. Attends, je regarde. C'est soit Avec 88 en 67. tête, Je sais plus, Carranza, il me semble que c'est dans les années 60. 1582. Ça y est, je l'ai. 1582. Il est né dans ces eaux-là. Moi, j'ai 60. Son bouquin, il l'a publié en 1582 et il est né en 1539, on pense, à peu près. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il a lu Camillo Agrippa, mais clairement, il s'en est beaucoup inspiré. Carranza, c'était à la base un militaire espagnol, écrivain Alors, attends, aussi. si je peux juste me permettre, alors on peut faire un focus sur certains, mais si là, l'objectif, pour moi, la question serait déjà de pouvoir lister quels sont les principaux, quels sont les grands noms en termes d'auteurs de traités de Destresa. Donc, pas forcément faire une bio de chacun, Ok. puisque sinon on va passer l'heure à ça. Ouais. Donc, Tu veux donc il y a prendre 40 après lui, c'est qui? C'est Nalves. ouais. Ouais. Et Oui, c'est Tenart possible. éventuellement, parce qu'il a quand Il y a même un possible. traité qui a marqué. Il y a possible Rada, quelques bien anonymes sûr. au Ouais. milieu aussi. Mais Oui, reste bien essentiellement sûr. des anonymes. Non, on les a pas identifiés plus que ça. Et puis après, on enchaîne sur qui directement après Il y Pacheco. a Diego Rodriguez del Campo, mais on est déjà dans la Destreza Mix, puisqu'on est sous les Bourbons d'Espagne. Il y a Brea avec le sabre, début du 19e. Et après, je sais pas. Bon, on a Viedma en 15e essai. Oui, il y a Viedma, il y a Cristobal de Cala, Octavio Ferrara, mais après, on a surtout deux écoles. Il va y avoir les Pachequistas et les Carrancistas. Donc, on a pas mal de gens qui vont écrire sur eux, mais ce ne sont que finalement des réécritures de ces deux auteurs. Puis on a les variantes portugaises aussi, avec Figueiredo par exemple, avec le traité portugais qui traîne par-ci par-là, qui est encore un petit peu différent. Ils font leur sauce également, donc avec notamment le Philosophia de Figueiredo, où il est plus connu pour la Montante, alors qu'il a fait 400 pages sur la Destreza juste avant, mais voilà. Vous n'avez pas cité Rada, donc il se positionne comment Rada? Alors, ça, c'est Rada, Sébastien. je vais prendre la main. Oui. Alors, il est 18e. Son traité, c'est 1705. C'est quelqu'un d'assez particulier. Il est né en 1760, mort en 1713. Non, pardon, 1670-1713, pardon, c'est mieux. Issu d'une famille d'Hidalgo de Cantabrie qui fait du commerce des bestiaux. Il gagne vite énormément d'argent et il va au départ suivre je ne vais pas dire le cursus honorum, mais il va monter dans la marine. J'ai oublié le titre qu'il a, mais il va ensuite acheter un régiment, partir 6 mois en Sicile avant que le régiment ne monte en Flandre. Pendant ces 6 mois en Sicile, il va faire énormément d'escrime. Puis, continuant à accumuler énormément d'argent, il va devenir canciliaire mayor, j'ai oublié le titre exact, mais en fait, il va devenir la plus haute autorité juridique du royaume de Nouvelle-Espagne. Et donc, dès qu'une affaire est jugée là-bas, il touche de l'argent. Et lui, ce n'est pas quelqu'un qui vit de l'escrime, mais il a la volonté de faire le livre exhaustif de l'escrime. Et c'est pour ça qu'il va passer, je crois, 3 ans à Madrid, sans compter à la dépense, pour faire son traité, qui fait 1300 folios, avec énormément
énormément enfin, de dessins, de schémas. Et il a cette particularité, je trouve, il est parmi les autres. Alors, je ne les connais pas tous et je n'ai pas la prétention d'expertise, mais alors déjà, il a la chance d'arriver assez loin après Pacheco. Donc, il peut s'appuyer sur le travail de tous ceux qui ont écrit avant lui et il ose de remettre en cause le travail de Pacheco, dire ben, là, non, ça ne marche pas ou ça ne marche plus. Là où tous les autres sont dans une vénération absolue, réelle ou parce qu'ils sont obligés, j'en sais rien. Et donc, il a cette capacité-là. À la fois, c'est quelqu'un d'extrêmement important, d'extrêmement riche, qui est après les autres. Et donc, il a cette possibilité-là pour faire cet énorme traité et y consacrer le temps qu'il veut. D'accord. Donc, on a. Et alors, après, moi, je voudrais. De toute façon, parce que là, tu as fait ce que j'ai voulu restreindre, mais c'est pas grave parce que là, ça fait un beau contrepoint et ça va nous obliger à revenir sur Nalves. Puisque on a quand même une figure qui a, à ma connaissance, pris une grosse importance. Après, donc, Rada, moi j'ai entendu qu'il y avait là vous avez mentionné quelqu'un qui faisait des traités de sable, c'est sans doute après, mais c'est finalement quelque chose qui s'étiole à la fin du 18e. Ouais. Mais même avant. Même dès le début, c'est Rada le dernier pour moi. Je me permets juste de compléter deux choses. Oui, donc oui, 18e, changement de couronne, la France prend, ben voilà, il y a un souverain couronne de France. On voit Périna par exemple, qui est un amiral français, un Français qui devient amiral espagnol, qui écrit et qui reprend des traités d'escrime française de Girard, etc., en espagnol, et en fait, au fur et à mesure, je pense que c'est ça qui va un peu remplacer. Et donc, ça s'étiole à partir du fin 18e. Hein. C'est vrai que Rada, je pense que c'est le dernier vraiment à faire un niveau de destreza vraiment poussé. Deuxième chose, donc, comme disait Sébastien, beaucoup ne sont pas des maîtres d'armes, mais en fait, ont une autre activité à côté, hein, principalement activité. Et on en a oublié un qui montre que ça aussi, c'est un peu voyagé. On prend Thibaut d'Anvers, qui fait de la destreza, mais qui ne le dit pas. Et qui ne peut pas le dire parce que tout simplement, c'est l'ennemi mortel de l'époque. Ils sont en guerre au niveau des Flandres et des Pays-Bas espagnols, sont en guerre avec l'Espagne, donc il ne peut juste pas dire qu'il fait de la destreza, et donc il transforme tout, mais quand on reprend dans les textes, on prend les traductions, il y a certains termes, c'est littéralement des traductions des termes espagnols de destreza. Donc on a un autre auteur aussi qui, hors sphère ibérique pure et dure, qui à mon sens est important étant donné les 350 pages qu'il a produit, et c'est un des traités les plus grands qu'on ait, je pense, si ce n'est le plus grand traité qu'on ait au monde d'escrime. Vu la taille qu'il fait en termes de format, il est sur un folio à 50 cm de haut, il me semble. Voilà. Désolé, Johanna, je te reprends la main. Non, c'est bon. Je sais plus ce que je voulais dire. Peut-être présenter Narvaez parce qu'on on est passé dessus et on a bien entendu que Rada s'était construit, était le premier à s'opposer à Narvaez. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Narvaez, Johanna? D'abord, c'est pareil, hein, c'était un militaire un peu noble, mais surtout en 1624, il est devenu le maître d'armes du futur roi d'Espagne, Philippe IV. Et donc, il était maître d'armes à la cour. Et c'est lui qui a systématisé et condensé les écrits de Carranza, sans être son disciple. Et on compte à peu près une dizaine d'écrits sur la destreza. Donc, il a été très prolifique. Il faisait aussi de la littérature. Hein. Il a écrit des nouvelles aussi, plus ou moins intéressantes. Et voilà. Sinon, je peux vous faire toute sa vie, mais on va avoir pour 3 heures. Mais je pense que c'est par contre, peut-être un point important, j'ai compris, mais peut-être que je me suis trompé, c'est aussi avec lui qu'apparaît un principe de maître d'armes principal de la cour qui approuve tous les maîtres, qui attribue le titre sur le royaume. Est-ce que c'était le cas? Oui. Alors, ça apparaît pas avec lui. Ça apparaît au XVe siècle, il me semble, les premières mentions, c'est fin XVe, début XVIe. Le titre de Maestro Mayor, c'est maître de la cour du roi. En gros, c'est comme les maîtres Mayor, il va y en avoir dans d'autres domaines. Hein. Il me semble pour les maçons, les architectes, etc. Il y a le Maestro Mayor aussi. Les tout premiers, c'est fin 15, début 16. Et c'est un statut par couronne. C'est-à-dire que c'est couronne de Castille, c'est couronne
du Portugal, couronne d'Aragon. Alors, je vais peut-être faire des conneries là-dessus, parce que je ne maîtrise pas tous ces aspects-là. Mais en gros, chaque couronne désigne son maestro mayor, qui lui, en gros, est l'autorité administrative de l'enseignement de l'escrime. En gros, c'est un système pyramidal où en haut, il y a le grand patron, et tout le monde remonte des choses. On remonte de l'argent, on remonte des enseignements, etc. Et donc, il y a un peu le droit de vie ou de mort dans la partie couronne, façon très, très réduite du système. Et ça va se retrouver également au Portugal, ça va se retrouver dans différentes couronnes. Et le particulier de celle de Castille, c'est que c'est le roi d'Espagne au-dessus, donc c'est quand même le top du top. On ne peut pas être mieux au niveau enseignement de l'escrime qu'avoir ce poste-là. Et à côté, il va y avoir les maîtres d'armes du roi, les maîtres d'armes du prince. Il y a même le bâtard de Philippe IV, qui est Pérez de Mendoza, donc qui est un auteur d'Estreza, qui va être, par contre, lui, par exemple, maître d'armes du prince, et qui va briguer le poste de maestro mayor derrière. C'est pas les mêmes choses. Et ça, c'est des histoires plus de politique derrière. C'est comme une charge royale. C'est une charge royale. Ouais, c'est une charge royale. Voilà. Donc c'est très politique derrière. Je voulais revenir sur comme Johanna t'en a parlé tout à l'heure, puis ça fait le lien aussi avec Pacheco, sur l'opposition entre les tenants de Carranza et les tenants de Pacheco. Moi, je pense que cette opposition, elle n'est absolument pas une question technique ni rien du tout, puisque Carranza, de ce que j'ai lu la traduction de son bouquin, il définit pratiquement rien techniquement. C'est Pacheco qui pose les bases techniques. En fait, l'opposition, c'est d'abord la question de devoir reconnaître quand on est maître d'armes le grand maître à Madrid. Et c'est d'abord et avant tout une question, de gros sous, de discipline. Et pour en revenir sur Pacheco, je pourrais employer un terme vulgaire pour le définir, mais enfin bon, il est quand même tranché dans bien de ses avis. Et si on regarde les oppositions à Pacheco, globalement, plus on s'éloigne de Madrid, plus la révolte est importante contre lui. Donc, alors certes, c'est lui qui sur le papier c'est le maestro mayor, mais je ne suis pas certain que tout le monde suive à fond ce qu'il dit. Et sur l'importance de la charge, alors j'imagine qu'en termes de prestige, c'est important, mais financièrement, alors tu me diras, Johanna, si je me trompe, mais il me semble qu'à un moment, il écrit au roi, en gros, pour gratter de l'argent, parce qu'il vit, si ce n'est dans la misère, en tout cas dans le dénuement. Donc, j'arrive pas à savoir si la charge est si importante que ça. Ça te dit rien, Johanna, je pense que pour l'époque, ça allait. Le problème, c'est que la cour d'Espagne n'a pas d'argent à cette époque-là. L'argent arrive des Indes, mais part directement dans les pays du Nord. Et donc, la cour d'Espagne vit à crédit et il est vraiment très, très courant de ne pas être payé, en fait, de travailler gratuitement. Donc oui, il y a des soucis. On a eu une reconnaissance de dette de Pacheco parce que justement, il a publié ses bouquins et c'est des amis qui lui ont prêté de l'argent. Enfin voilà, clairement, il ne roulait pas forcément sur l'or. Ouais. Ça, c'est pas plutôt au début de sa vie? Il me semble que c'est plutôt les premiers bouquins. Et après, ça va aller un peu mieux quand il va être à la cour. Et puis à la fin de sa vie, par contre, il va à nouveau être ruiné, quoi. C'est un truc mais comme ça. Le problème du salaire est compliqué parce que la cour d'Espagne ne paye pas très régulièrement. Elle les paye, mais pas régulièrement. Voilà. Et puis après, il y a tout ce qui passe aussi hors système. C'est vrai que Sébastien en parlait. Mais on prend Viedma. Viedma, il est comment il dit déjà, Johanna, il est pas titulaire, il me semble. Il dit un truc comme ça. Il est maître d'armes, mais pas titularisé en fait. Il n'est pas examiné. Pas examiné. Donc en gros, il y a un examen aux armes. Pardon, vas-y. Oui, c'est-à-dire qu'a priori, il n'a pas passé ce fameux examen pour être un maître d'armes examiné, diplômé par d'autres pairs, en fait. Mais reconnu finalement. Parce que si on voit Cristobal de Cala dit de lui que c'est un maître reconnu, original et moderne, mais reconnu là où il est. Et donc ce système d'enseignement, pour faire simple, en gros, il y a les joueurs, il y a les lieutenants, il y a les prévôts, il y a les maîtres, etc. En fait, c'est un peu comme en France, ce que t'expliquais, Olivier, sur les salles d'armes, où il y a une certaine reconnaissance qui se fait en passant des épreuves, et ils peuvent être, par exemple, joueurs du bâton, joueurs de la montantée, joueurs de l'épée sol, joueurs de l'épée dague, etc. Puis maître d'armes, et il y a tout c'est assez encadré, l'enseignement quand même, il y a certaines règles.
Visiblement, il y a des lois hein, qui sont quand même sorties là-dessus sur comment on enseigne. Tu peux pas enseigner, par exemple, les bottes. Tu peux pas enseigner à la botte. Tu peux pas enseigner séparément les ensembles 2 armes, par exemple. Tu dois enseigner l'épée dague, l'épée bouclier, l'épée bocle. C'est un même enseignement, par exemple, théoriquement dans les salles d'armes. Est-ce que c'est respecté? Non, parce que clairement, sinon certains auteurs n'arrivent pas à dénoncer ce qui se fait. Et clairement, s'il y a personne pour contrôler, bah, les gens font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on peut examiner un joueur et pas remonter l'argent? Clairement, oui, à mon avis, ça devait se faire largement et ça devait s'arrêter au niveau du maître d'armes local et ça devait pas remonter au-dessus. Voilà, c'était loin et financièrement, c'était intéressant dans une certaine limite, surtout avec les trains de vie qu'il devait avoir à l'époque. C'était pas non plus. Voilà, on parle de gens qui sont près de la cour, donc qui n'ont pas les trains de vie non plus les plus modérés qui soient. Donc, est-ce que remonter tant d'argent que ça, est-ce que c'est financièrement intéressant? Peu probable. En fait, alors je vais reprendre un petit peu, juste donner une perspective, parce qu'en France, on retrouve des titres de maître maître des pages de la reine, maître du dauphin, etc., qui elles sont des charges royales et elles bien financées. Mais c'est dans la grande période de Louis XIV. Auparavant, il n'y avait pas ça. Donc c'est un peu plus tardif. On va peut-être parler sur un autre axe que je voudrais absolument traiter ce soir. Ça va être tout le travail d'édition que vous avez mené et quelles sont les difficultés. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces problématiques de traduction et d'édition? Parce qu'en fait, c'est pas que de l'édition du texte d'origine, hein, c'est l'opposé, c'est du travail aussi de traduction. Qui se lance. Vas-y. Allez, j'y vais. Non, Alors moi, je suis tombé dans l'édition un petit peu par hasard. Le premier alors, le premier à avoir fait. Je traduisais mon Rada pour moi et mes 2 potes en fait. Hein. Et puis je croise le druide, Olivier Delannoy, de mémoire tout début mars, et il me dit mais attends, je crois que la Fédé, la FFAMHE a fait un truc pour les gens comme toi, ça s'appelle le prix Philippe Erhardt. Il fallait rendre les dossiers le 10 et je partais le 8 en voyage avec des élèves. Donc je téléchargeais le truc, j'ai fait ça un peu en catastrophe et bah, à ma grande surprise, je l'ai gagné. Et puis finalement, j'ai eu des retours de gens qui disaient ah, bah, ça m'intéresse, tout ça. Et c'est là que je me suis dit bah, tiens, j'ai quand même plein de choses pour écrire un livre. Et donc j'ai voulu écrire le livre j'ai écrit le livre que j'aurais voulu trouver quand j'ai commencé la Destreza. Alors ça m'a posé tout plein de problèmes parce que à la fois on n'est pas dans la traduction, on n'est pas réellement dans mon texte, et donc ça c'est quand même assez compliqué. Mais très tôt, je me suis dit, on ne peut pas se contenter d'être que des héritiers. Il faut qu'on soit des continuateurs. Ce qui fait que je me suis aussi des fois interrogé sur ma source. Alors, la source, il n'y a rien à dire dessus, mais je rappelle quand même que si on lit, je crois que c'est dans Grandessa, tu me diras si je me trompe, Johanna, pour être un bon diestro, donc ici peuvent prétendre au titre, moi, parce que Johanna, tu es une femme, ça ne marche pas. Ceux qui ont les cheveux trop courts ou trop longs, vous pouvez dégager. Ceux qui ne sont pas blonds, ça ne marche pas non plus. Et donc, c'est des choses qui font prendre conscience que, certes, ils ont développé tout ça, mais ils n'ont pas la vérité des écritures et des fois, ils se trompent. Alors, bien souvent, on a tendance à penser qu'ils se trompent bien plus souvent qu'ils ne se trompent réellement, mais ce n'est pas inutile d'avoir un regard critique et de prendre du recul. Attention, en revanche, il faut faire attention et pas dire ah ben je comprends pas ce qu'il dit, donc forcément il dit n'importe quoi. Donc ça c'était le premier aspect. Le deuxième aspect c'était qu'est-ce que je vais faire comme livre, parce que je suis pas du tout là-dedans. Et moi j'aime les belles choses. Et je me suis dit s'il y a des gens qui me parlent de ça, moi je suis passionné. Je veux pas un booklet, je veux un joli livre. Et j'ai choisi, et je pense que ça a été un très bon choix, parce que le historical fencing, j'ai envoyé le 1000e il n'y a pas longtemps. Ce qui à la fois est rien du tout pour de l'édition, mais quand on sait que c'est un bouquin qui part sur la rapière en Espagne au XVIIIe siècle, en vendre 1000, même dans le monde, c'était pas joué d'avance. Et ce qu'il faut qu'on arrive à faire dans ce cas-là, c'est
sortir du côté on est des amateurs. Et donc, en fait, comme on est des amateurs, au départ, moi, j'ai voulu faire de l'impression à la demande. Et en fait, je pense que c'est des mauvais calculs. Il faut qu'on, quand on se lance dans l'édition, surtout de ce genre de choses, comme on s'adresse à des passionnés, c'est ne pas avoir peur d'investir un peu d'argent au départ. 2, ne pas avoir peur de réécrire parce que je pense que quelqu'un qui veut s'intéresser à la source, il s'y intéressera. Quelqu'un qui veut acheter un livre, il a besoin d'autre chose que la source. Il faut qu'à un moment, on lui ait mâché le travail, même si, moi, mon travail, il a plein de défauts. Plein de gens me le feront remarquer, parfois de manière pas toujours très élégante, mais je leur dis oui. Mais dans ce cas-là, écris-en un meilleur et je serais ravi de l'acheter. Parce que soit on a la source, parfois originale et là c'est compliqué, soit on n'a rien. Et donc, il faut réussir à proposer autre chose. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important, même si, bien sûr, des fois, on se plante. Enfin, Pacheco, il a écrit des bouquins et puis des fois, 20 ans après, il a dit non, là, je me suis trompé ou ça, je ne l'ai pas fait comme ça. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut avancer et faire progresser, progresser la cause. Merci. Donc, en fait, moi, tu as fait un travail pas strictement d'édition critique, mais une adaptation pour, à destination d'un public qui voulait aussi mettre la main. Donc, on va dire, c'est un- c'est intéressant, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de gens en France, hein, qui se sont prêtés sur sur ce filon-là. Johanna, Marc, tu rebondis? Moi, je n'ai pas fait d'édition, je suis vraiment dans le travail de traduction encore. Donc, je n'ai pas encore le point de vue de l'édition. Et au niveau de la traduction que je choisis de faire, moi, je suis à fond dans la tradition. Je serais plutôt celle qui va faciliter la compréhension du texte source, mais je ne suis pas du tout dans l'interprétation ou l'explication, à part par quelques notes de bas de page. Mais voilà, j'ai pas encore l'expérience de l'édition. T'as pas l'expérience de l'édition, bon, je te le souhaite. Mais puisque tu as pas sur cette partie traduction, puisque en fait Sébastien a fait comme si c'était facile. Bon. On est passé très très modestement sur ce sujet. Quelles sont les problématiques justement de cette langue ancienne, hein, de l'espagnol, du castillan du 17e, je pense. Si tu veux, je peux te refaire la conférence que j'ai S'il te faite plaît, au Marquis Attaque à Nantes et à Dijon. Il est sur YouTube, hein, sinon. Sur YouTube, ouais, voilà, elle est sur YouTube et il y a enfin pas tout, mais c'est une langue classique, ancienne. Voilà, donc il faut connaître le vieux castillan. C'est pas facile. Il faut avoir des bons outils. Donc moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'aime les vieux textes. J'ai été formée à la Sorbonne avec des cours poussiéreux. Et donc, quand Marco m'a montré pour la première fois le bouquin de Viedma, j'ai compris tout ce qu'il racontait. Donc, ça me semblait évident, en fait. Voilà. Et après, je vous laisse regarder ma magnifique conférence qui a été filmée au Marquis Attaque pour avoir le reste des réponses. Sinon, j'en ai pour 3 heures et vous allez me détester. Allez-y, c'est très bien comme conférence. Pour l'avoir vue en vrai, elle est très très bien. Très intéressant. Alors, J'ai j'ai même vu vu 2 fois. J'ai vu ton point. Alors, Sébastien, tu voulais réagir uniquement sur l'expérience de Johanna ou on laisse peut-être Marco présenter son expérience? Vas-y, Marco, je t'en prie. Alors moi, sur la partie traduction, alors, j'ai traduit plein de choses qui sont en free sur de la Destreva, pas de la Destreva ou autre. Donc oui, comme Johanna, c'est un exercice qui est assez complexe. Moi, je pars plutôt du principe qu'on fait des AMHE, que les gens, il faut qu'ils retournent et qu'ils puissent retourner à la source quoi qu'il arrive, parce qu'on peut se planter. Et surtout, en plus, la Destreza, c'est assez vaste, c'est assez varié. La Destreza du début du 7e, c'est pas la même chose que celle du milieu, c'est ni celle de la fin. Les auteurs peuvent varier les choses. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à vouloir bourrer de références et d'explications une traduction, mais qu'au moins ils puissent se rattacher au vocabulaire de base, au texte de base, pour comprendre et peut-être voir là où je me suis planté. Oui. Déjà, on se plante en traduisant et régulièrement on reprend des trucs. Moi, donc, ce que j'ai édité, pour le coup, donc, alors, à la base, j'ai traduit plein de choses sur la Montante et donc l'épée à deux mains espagnole, en fait. Ça s'appelle la Montante.
Et il y a des gens qui m'ont demandé ça serait bien de refaire une compile ou quelque chose comme ça. Donc, au début, bon, je n'ai pas spécialement le temps non plus de me remettre sur d'autres choses. Et donc, j'ai repris ces travaux-là, j'ai un peu complété, je suis allé chercher un peu ce qu'il y avait du côté italien. Je me suis un peu cassé la tête sur l'italien et puis sur des textes, j'avais trouvé aussi un texte français. Tout ça, on a un texte d'épée à deux mains en France qui existe. Il n'y a pas beaucoup de textes autres sinon. En fait, j'ai compilé tout ça, j'ai corrigé, et moi j'ai auto-édité, contrairement à Sébastien. Moi, j'ai pas le temps et les moyens d'aller chercher un éditeur autre, donc j'ai auto-édité en mode c'est bon, c'est pour les copains. J'aime bien les bouquins, hein, mais allez, c'est pour les copains. Et entre-temps, il y en a qui m'ont demandé si je pouvais avoir une version reliée. Donc j'ai fait la version reliée, ça coûte pas beaucoup plus cher de le faire sur Amazon. C'est le même PDF, hein. Et donc derrière, le but c'était d'abord de donner des bouquins aux copains qui voulaient bosser sur la Monde Tentée. La Monde Tentée, la caractéristique étant d'être une constellation de plein de petits textes à droite à gauche et pas un gros texte unique. C'est pas une seule source, c'est un ensemble de sources dans différentes langues, portugaises, espagnoles, voilà. Donc reconcaténer tout ça. Et il y a aussi un aspect très différent par rapport à la Destreza, c'est que globalement, un Ataro, vous preniez Rada ou vous preniez Pacheco, ça veut dire à peu près la même chose. Vous allez à peu près l'expliquer à peu près de la même façon, ou vous allez un peu trouver le même concept derrière. Les sources de Monde Tenté, on a par exemple, si on prend le texte de Barbaran, il y a l'italien dedans, mélangé à de l'espagnol. On avance un petit peu, on a Godino, où c'est un mélange sur du galicien, mélange portugo-espagnol. On avance encore un petit peu, on arrive chez Figueiredo, c'est le portugais. Et donc là, on a des variations de dialecte, de langage, et il faut expliquer un petit peu tout ça. Et des fois, même au niveau interprétation, on n'est pas sûr de tout. Il y a des termes, je suis sûr que je les ai mal traduits encore dans le bouquin. Donc, le format aussi auto-édition va me permettre de recorriger au fur et à mesure les versions. Savoir un effet au niveau financier, ouais, moi j'ai pas les moyens d'avancer aussi. Donc ça a quand même une utilité, l'auto-édition, et ça s'empêche pas de faire des choses très qualitatives. Par contre, ça demande de faire relire. J'ai la chance d'être dans une grosse asso de tailler des stocks où il y a des gens qui savent, voilà, hein, qui ont des historiens, on a des archéos, on a des gens qui sont passés par le monde universitaire. Donc j'ai un appui aussi qui permet de faire relire et recadrer un petit peu tout ça pour faire une publication qui tient à peu près la route. C'est sûr que si on n'a pas cet appui-là, le bouquin n'est pas aussi qualitatif. Mais ça n'empêchera pas, en termes d'auto-édition, maintenant les choses fonctionnent bien par rapport à 10-15 ans en arrière. C'est pas tout à fait la même chose. Un autre aspect, moi, qui me pose aussi, qu'il faut voir aussi, c'est la diffusion. Et ça, c'est un point important, c'est qu'en diffuse en France, les gens ils lisent peu d'autres langues. Et donc, par exemple, on sait qu'on produit que pour la France. Quand c'est traduit en anglais, tout de suite, on n'arrive plus tout à fait sur les mêmes quantités de textes et on va attaquer un autre marché. Mais là, c'est encore un autre exercice qui est compliqué aussi. Je pense que Sébastien, toi, tu l'as fait, passer en anglais, si je dis pas de bêtises. Et là, on arrive encore sur un autre niveau de diffusion et c'est tout à fait les mêmes canaux qu'il y a derrière. Donc, c'est tout plein de points ultra importants quand on veut poser un bouquin, une traduction, c'est vers quoi on va, vers qui on s'adresse, qu'est-ce qui va être viable ou pas viable, et quel appui moi j'ai aussi pour produire mon texte et trouver l'équilibre entre le temps, l'argent pour faire ça, et produire quelque chose de qualitatif. Mais ça n'empêchera pas d'être qualitatif. En tout cas, j'espère que ça n'empêche pas d'être qualitatif. Pour l'instant, j'ai des retours positifs sur ce que j'ai fait. Le bouquin, je l'ai vendu à 250 exemplaires pour un bouquin uniquement en français sur la Monde Tentée. Alors, pour le coup, c'est encore plus micro que la Destrella, je pense. On parle même pas de rapière, là. C'est quand même pareil. C'est comme Sébastien, pour vendre ce genre de truc, vous n'aurez pas 36 000 personnes qui vont venir s'intéresser à ça. Mais en attendant, ça permet d'avoir du papier pour travailler, ça permet d'avoir du papier pour lire. Moi, j'aime bien avoir des bouquins. Je suis plus à l'aise avec des bouquins pour travailler. Donc, c'est pareil, ça, c'est un point à prendre en compte. Quand on fait un manuel, il faut que ça soit pratique. Il y en a qui veulent des choses pour des bibliothèques, donc il faut que ça soit beau aussi. Voilà. Sébastien Oui, merci.
Non, mais en fait, donc du coup, 3 expériences. Il y a des questions qui vous allez rebondir, hein, l'un après l'autre, mais ça va être donc 3 axes, vraiment différents entre du travail de traduction pointu, du travail de compilation et de mise à disposition, pour un public français et en auto-édition, ou du travail plus soigné, mais avec, aussi un axe d'adaptation. Donc, Sébastien, tu avais posé, toi, tu as Ouais, demandé à intervenir sur l'intervention de Johanna. sur la notion de traduction, en fait, je suis peu revenu dessus. Déjà parce que je ne juge pas Johanna, mais ce n'est pas ma perversion de traduire des textes espagnols. Moi, en fait, la traduction, pour moi, c'était qu'un moyen, en fait. Enfin, je veux dire, je vous dis, je traduisais pour moi et pour mes potes. Le but, c'était de comprendre comment on va pouvoir utiliser mieux une rapière. Et donc, la traduction, il fallait que je passe par là, mais c'était pas mon but. C'était pas mon but d'en publier quoi que ce soit. Enfin, sans histoire du prix Philippe Erhardt, j'aurais sûrement mes traductions dans mon coin et j'en aurais jamais rien fait d'autre. Ça veut dire que Euh, c'est la faute de la Fédé. oui, c'est ça, exactement. Euh, euh, Deuxième élément puisque j'ai noté plusieurs choses, oui, sur les difficultés, moi, de la traduction que j'ai eue. Alors, ça, Johanna pourra peut-être le dire. Je ne sais pas s'il y a une différence entre l'espagnol de Rada et celui de Pacheco, mais je trouve que Rada, c'est beaucoup mieux écrit. Par exemple, Ethan Hart, j'ai galéré vraiment pour traduire, là où je trouve que Rada se lit bien, si je puis dire. Et moi, là, le vrai gros problème que j'ai eu, c'est quand il utilise plusieurs expressions différentes pour qualifier le même geste, Oui. sauf que en fait c'est le même geste, mais il est fait dans un contexte différent, donc pour lui c'est plus la même chose. Et c'est ça qui m'a posé énormément de difficultés. Et pourquoi je voulais réécrire? Parce que je pense qu'il y a un truc qu'on peut vraiment apporter par rapport à eux, c'est de la didactique. Je m'excuse auprès de lui. J'ai le sentiment que Pacheco, il écrit comme il parle. Il dit un truc, puis alors c'est un peu structuré, mais il pense à quelque chose et il fait énormément de digressions. Pour moi, Rada a une pensée didactique qui est plus avancée, mais je peux me tromper. Et surtout, eux, ils écrivaient pour des gens, enfin, ils enseignaient à des gens qui, j'exagère, n'avaient rien d'autre à faire de leur journée que de faire de l'escrime. Et nous, on s'adresse à d'autres personnes. Et c'est en ça, je pense, qu'on a vraiment quelque chose à apporter en réécrivant et en proposant d'autres choses. Super, très intéressant, merci Sébastien. Alors, j'aurais plein de choses à dire dessus, mais le temps passe. Et Johanna, donc tu voulais Oui, rebondir pendant je vais, l'intervention de Marco. oui, juste, je rebondis aussi sur Sébastien, si je peux me permettre. Juste pour dire que, en fait, je me suis pas lancée dans l'édition, mais que finalement, je travaille avec AGA Editora et qui vont potentiellement, enfin, c'est prévu, éditer la traduction de Pacheco en français. Voilà. Sébastien, t'imagines même pas la différence qu'il peut y avoir entre Pacheco et Rada. Et là, je suis en train de me lancer dans la traduction de Carranza. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Je Et effectivement. confirme. Dès qu'on recule encore plus, tu prends Godino, c'est pareil. Godino, Ouais. au début, il écrit comme il parle, et c'est un enfer à lire. Et il s'améliore au fur et à mesure qu'il écrit. Et effectivement, bon, on en a discuté la dernière fois qu'on s'est vu. Pacheco, je pense qu'il n'a pas forcément tout écrit, certainement dicté à quelqu'un qui devait avoir beaucoup de soucis pour le suivre parce qu'il y a énormément de répétitions, de sujets différents, de digressions en plein milieu d'une technique. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Ils sont comme nous, hein, ils doivent apprendre aussi. Faut dire qu'ils apprennent à écrire. À l'époque, un texte, ils savent pas écrire des textes pédagogiques comme nous on a développé aujourd'hui de la pédagogie. On a une science de la pédagogie qui est pas du tout celle de l'époque. Hein. Donc, à l'époque, on prend Viedma, il essaye de faire un texte pédagogique, c'est quand même assez sportif. Johanna en parlera bien, mais c'est compliqué hein, pour un texte pédagogique. Oui. Mais Vietma, je trouve que c'est tout à son honneur. Justement, on sent dans son écrit la préoccupation d'un maître d'armes, même s'il n'est pas examiné. Je pense que de ce que j'ai lu, parce que je ne les connais pas tous, c'est celui, je trouve, qui a le plus la conscience de comment je peux enseigner et la progression pédagogique. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis prof dans la vraie vie et Vietma nous propose des séquences pédagogiques sur comment un apprenant va
partir du point 0 jusqu'à devenir un diestro. Ce que ne fait pas Pacheco, ce que ne fait pas Carranza non plus. Et après, les autres, je ne les connais pas encore tous. Mais effectivement, je trouve que la pédagogie et la progression de l'apprentissage se trouvent pas dans d'autres écrits que ceux de Viedma. Super. Alors, c'est problématique, hein. Là, je fais un trait un peu plus large. Puis, avant que Mickaël vous pose une question, parce que je crois que on a très très peu d'ouvrages qui ont été pensés comme et travaillés correctement comme des ouvrages pédagogiques. En fait, jusqu'au XVIIe, il y en a le Saint-Didier, il y a une vraie progression. Par contre, il passe énormément de temps, il répète et du coup, il va pas, surtout pas assez loin pour nous. Le livre des leçons, que Olivier Delannoy, qu'on avait déjà cité, avait effectivement très bien analysé comme vraiment l'ouvrage qu'un maître d'armes avait organisé pour faire et il met en scène des séquences qui n'ont pas de sens du point de vue tactique, sauf pour permettre à l'élève de s'entraîner. Donc, mais sinon, en allemand, Joachim Meyer essaye de faire ça, mais c'est très très compliqué à traduire. On retrouve la même chose, hein. C'est extrêmement verbeux. Il parle, c'est même pas qu'il y a des digressions, mais des complexifications, des enrichissements qui rend le texte difficile à appréhender pour un non-germanophone. Bon, Michael, il n'y a pas que moi qui pose des questions. Tu avais préparé, non? Tu voulais. Non, rien de spécial. Ah, Non. non. Alors, bah, si, alors, néanmoins, si, parce que moi, je sais qu'il y a une question dont tu aimerais avoir la réponse. Donc, vous avez parlé d'un certain nombre d'autres armes. Hein, donc, Marco, en plus, avait bien insisté sur le fait que c'était des principes qui pouvaient se distribuer sur tout un tas d'autres armes, notamment la pique. Mais qu'en est-il, par exemple, de la lutte et du couteau? Est-ce que c'est des choses qui sont traitées ou adressées par les maîtres que vous connaissez? Pas à ma connaissance. Alors, la lutte, c'est plus trop à la mode à cette époque-là. À partir du seconde moitié 17e, la lutte, ça disparaît des traités d'escrime et ça va devenir des traités à part. Si vous voulez les traités de lutte 17e, vous mettez, il y a Peters, Paschen, qui traitent ça dans des blocs vraiment à part, qui sont assez dissociés, qui sont plutôt des traités un peu, voilà, on est sur de la CF, de l'administre. Donc la lutte, on oublie, c'est considéré comme un échec, c'est considéré comme un échec dans l'engagement, et on se rapproche trop probablement de ce qui se via aux castes sociales un peu plus basses, on va dire. Donc c'est pas forcément bien vu. Le couteau, à ma connaissance, non. Par contre, on a Vienna qui nous parle de la dague seule, et on a quelques traités où ils vont un peu évoquer la dague seule, mais la dague, c'est pas du couteau. Après, est-ce que ce qu'ils appellent une dague, c'est pas parce qu'il y a plusieurs nominations, hein, d'où on parlait du manuel Barrettero dans les commentaires avec Mike. C'est ça. Typiquement, ouais, qui nous parle. D'accord, c'est clairement cette dague-là, parce que dans le manuel Barrettero, tu sais, il parle du poignard, il parle du Navarra, donc il parle d'un couteau avec de lame. Enfin, tu vois, il y a toute une dynamique d'une catégorie d'armes très différente. C'est fait pour combattre. Ça a une garde complexe, ça a une garde. Ouais, c'est fait pour combattre. On peut couper le saucisson avec, hein, mais. Super, merci. J'ai une autre question qui risque de tomber aussi un peu plat. Ah oui, Johanna, vas-y. Juste pour dire que comme la Destreza s'adresse à un public plutôt de nobles, la lutte et le couteau ne sont pas envisageables. On ne peut pas mettre son adversaire à terre, ça n'est pas noble. Et le couteau, c'est une arme de Manon. Donc on a sa dague et on a sa rapière, mais on ne peut certainement pas se balader avec un couteau. On peut apprendre à s'en défendre, mais on ne peut pas manipuler un couteau dans la rue. Enfin, on est noble, merde. Ça aussi renvoie sur des travaux que Michael a menés sur l'espace francophone 19e siècle, hein, où on retrouve ces dissociations entre le combat au couteau qui est plus, alors on va reprendre le terme de manant, hein, mais qui est pour la plèbe, et qui va être jugé automatiquement comme une agression des meurtres. Alors, s'il y a un homicide, enfin, on va qualifier une mort d'homicide, alors que c'est un accident si on se tue à l'épée.
Mais, Cependant, l'Espagne est le seul pays dans mes recherches où j'ai trouvé un enseignement en école du couteau. Au 19e siècle, on trouve des écoles d'enseignement du couteau, vraiment, et ce qui n'existe pas dans les autres pays. Donc, Mais là, on est c'est deux siècles le plus manant, tard. mais il y a quand même une Ouais, c'est autorisation super pratique. ça n'a Ouais, plus bien rien à sûr, voir. c'est plus rien à tardif, voir. mais faut pas trop le voir non plus comme. bon, on s'éloigne peut-être de la DSLSA, hein, par contre. Ouais. Johanna, tu voulais rebondir dessus? Oui, et que c'est 2 siècles après. Ah oui. Voilà. Je me permets, par contre, en 17e, on a quand même 2-3 petits trucs au couteau, et on a quelques gravures. J'avais ressorti de gravures plus pour la reconstitue d'un camp qui représente les organisations de campement militaire, le campement du train d'armée, donc tout ce qui suit l'armée, hein, tout ce qui n'est pas du troupe, le campement de cavalerie, le campement d'artillerie, etc. Et on voit sur certains où les gars ils se règlent à coups de couteau et à coups de cravache, par exemple. Donc il y a du combat au couteau. Et on parle de couteaux de 20-30 cm, bon, pas 30 cm, mais bien 20 cm, on voit quand même que ça se règle à coups de couteau. Donc oui, il y a du coup de couteau, c'est clair que ça existe. Maintenant, est-ce qu'ils en font un art qui mérite d'écrire un bouquin? Déjà que c'est compliqué. Comprendre, c'est compliqué d'écrire un bouquin au 17e. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de traité d'escrime commune, probablement, c'est que ça demande tellement de moyens, d'argent, d'investissement, que tu peux pas produire du traité. Alors déjà qu'ils ont du mal à faire de l'escrime commune, alors un truc sur le combat au couteau, c'est un oubli. Johanna? Oui, je pense que pour tout ce qui a trait au couteau, on va vraiment sortir de la destreza. Donc peut-être faire une autre table ronde, mais le combat au couteau ne rentre pas dans le cadre philosophique et pratique de la destreza. Ah, bah, c'est très clair, merci. Alors, C'est dans le manuel de Antonio de Brea, il y a une action au couteau et au chapeau contre une rapière. Oui, on est beaucoup plus tard. Loin. Mais oui. Maintenant, j'ai une question. Ils ont pris des vieux trucs et puis ils ont fait tiens, on va réutiliser les vieux termes. On a gros, je force le trait, hein, mais on est assez loin de la destreza. Pour Brea, c'est le dernier écrit qui pourrait se rapprocher de la destreza, mais c'est déjà très très éloigné. Alors, je voudrais revenir parce que vous avez là, c'est une des problématiques que l'on appréhende assez mal, hein, je pense, dans l'espace français moderne, où on a une abrasion de tous les dialectes, et en allemand, c'est surtout du Hochdeutsch, hein, donc il y a pas des traités, il y a un dialecte principalement qui a produit des traités, alors que moi j'ai pu vous entendre parler, effectivement, du castillan, de galicien, de portugais, et j'aurais une question là-dessus, c'est vous n'avez pas parlé de catalan, il y a personne, il n'y a pas de traité de DSLSA qui aurait été sorti en langue catalane. On les a pas retrouvés. On aurait pu avoir le fameux Jaime Pons de Perpignan, mais on l'a pas trouvé. Pour autant qu'il se rentre dans ce que vous avez défini par DSLSA. Qui serait en vulgaire, ouais, mais j'en ai pas trouvé en catalan. Peu probable. Après, ça reste pas oublier aussi, encore une fois, on revient sur la même chose, hein, on est sur des castes qui s'adressent à des gens lettrés, etc. Donc ils vont chercher à aller vers le castillan. Peut-être que d'ailleurs, c'est pour ça, un Godino qui est un peu mixé en termes de langue, il essaye d'aller, soit c'est du galicien, soit il essaye de s'adresser en partant du portugais, en transformant un peu la langue. Bon. Après, des fois, c'est du phonétique aussi, hein, certains textes. C'est assez. Alors on arrive déjà pas tout à fait au bout, mais on a fait une petite heure qu'on dialogue et j'ai une question importante qui me semble posée, peut-être, c'est pour les auditeurs, quel traité conseillez-vous pour commencer? La question piège. Je me permets, vous voulez faire quoi? De la destreza, vous voulez faire de la rapière du début du 17e? Vous voulez faire de la rapière du fin 16e, de la rapière du 18e ou de la rapière du milieu du 17e? Parce qu'en fait, selon ce qu'on veut faire, moi j'ai envie de dire, vous prenez le traité de la. Déjà, il faut qu'on a un traité sur une période qui vous intéresse. La destreza, c'est un siècle et demi, hein, donc ça n'a plus rien à voir. Une rapière à Taza, ça va pas se manier comme une rapière du fin 16e. Il y a 300 grammes d'écart et pas les mêmes garnitures qui protègent la main, donc c'est déjà très différent. Donc déjà, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que tu veux faire comme type d'escrime? Est-ce que tu veux faire destreza pure et dure et pour pratiquer de façon moderne, entre guillemets, ou est-ce que tu vas être plus dans la recherche d'une période qui te plaît? Et là, c'est tout à fait le même traité que tu vas
orienté, mais là, c'est trop au plaisir. Actuellement, il n'y a pas trop le choix, on va dire, sur la Destreza. Hein. Tu veux du début 17e, il y a Vienma qui est traduit. Et puis après, il y a Rada, quoi, pour la fin 17e, début 18e, quoi. Et rare. Bah ça, c'est une autre problématique, mais qui se rapporte à la précédente question. Mais donc, alors, très bien, tu viens de complexifier ma question. Je te remercie. Donc, Sébastien. Alors moi, je vais pas répondre sur les autres, mais je vais dire pourquoi moi j'ai pris Rada. Je peux trouver des armes qui sont celles que lui utilise. Petite publicité pour Iart. Il fait des rapières magnifiques et qui sont exactement celles qu'utilise Rada. Deuxième chose, Rada décrit les choses. Alors, il part du principe que les combattants ont la même taille, la même arme, etc. Ce qui fait qu'il décrit absolument tout. En fait, il décrit l'escrime dans ce que nous, on appellerait des conditions d'expérience. Ça n'arrive jamais dans la vie, mais ça lui permet de nous décrire théoriquement exactement ce qui doit se passer et où on doit se poser. Ce qui fait que quand je cherche à comprendre comment il décrit la technique, je n'ai pas à me poser la question d'interprétation parce que sur son schéma, il me dit tu mets le pied à cet endroit, tu as la main à tel endroit et à telle hauteur. Et donc ça, c'est extrêmement clair. Le souci, c'est qu'il faut se fader les 1300 pages du traité. Vous pouvez passer les 300 premières sur la philosophie, faites-le après. Mais il faut se fader les 1300 pages du traité. Et après, en fait, on est embêté parce que par rapport à plein de traités où on n'aurait finalement pas grand-chose, et ben là, on a X pages d'exercices, de techniques, d'ataro, de lignes, etc. Et donc, le problème ne fait que commencer. D'accord. Donc, pour toi, Rada, tu prêches pour ta paroisse, mais avec plein de bons arguments. Et Johanna. Je ne connais pas Rada. Désolée. Non, mais quel traité commencer Eh ben, nous, dans notre assos, on a commencé avec Vienma, voilà, qui est une façon plutôt simple de commencer en dessinant des cercles au sol et en essayant de marcher sur le cercle. Voilà. Ça fait un petit côté ludique assez sympa et je pense qu'assez très vite, il faut aller vers d'autres maîtres. Mais voilà. Et c'est un auteur qui est très, très populaire en fait parce qu'il a une apparence de facilité où on n'a pas besoin de lire énormément de philosophie, il n'y a pas de cercle et de 4, 5, 6, 7 degrés. Voilà, c'est les ongles en haut, les ongles en bas, tout droit. Vienma. Voilà. Je rejoins Johanna. J'ai juste Johanna là-dessus, hein, parce que c'est vrai qu'au niveau construction pédagogique, vous pouvez me demander. Au président de la Fédé, il fait beaucoup d'ateliers là-dessus. Il est très bien en termes de construction pédagogique pour débuter. Et j'ajouterais aussi, si vous voulez aller sur du français et que vous voulez pareil avoir un truc un peu velu en termes de contenu et où vous appuyez, vous marchez là où il faut marcher, comme il dit dans le traité. Ça fonctionne un peu comme Rada. Vous prenez Thibaut d'Anvers, si ce n'est qu'il y a une tenue de l'épée qui est un peu différente, il y a quelques spécificités, mais en soi, vous avez à peu près la même logique. Hein, c'est une escrime de liage, de défense, où on fait du contrôle. Et là, pour le coup, c'est entièrement en français. Non, français et belge, si on veut. Et qui est une variation de la Destreza. C'est pas la Destreza pure et dure. Mais bah là, Thibaut, il dit marchez du point A au point B, mettez votre pied droit sur le point G, votre pied gauche sur le point N. Déjà, c'est facile, quoi. Vous enlevez le cerveau, vous suivez ce qui. Et c'est comme par contre Rada, c'est dense, quoi. C'est dense, il faut réussir à s'infuser tout. Il y a même des morceaux où il dit allez, sautez le chapitre, lisez le chapitre suivant si ça vous intéresse pas de faire des mathématiques, de la géométrie ou autre, je sais plus, c'est le chapitre sur Twitter. Où il dit vous pouvez sauter le chapitre, tellement le contenu est inutile. Même lui le dit, vous sautez le chapitre, vous passez au chapitre suivant. Donc, mais par contre, vous avez des belles iconos, du contenu qui est assez simple. Mais on est sur une variation de la Destreza. Encore une fois, c'est pas un truc tout constant à Destreza, il y a des ramifications. C'est aussi un bon traité pour commencer si vous voulez vraiment pas vous poser de questions. Par contre, il faut réussir à faire les 450 pages au total du bouquin. Oui, mais par rapport aux 1300 de Rada. Johanna. Alors, ça dépend de la pratique qu'on recherche, mais tous les AMHers ne sont pas forcément des historiens, des traducteurs, et ils veulent peut-être juste avoir une pratique légère et ludique. Et donc, plutôt que d'aller vers Rada dans le texte, on peut aussi prendre les bouquins de Sébastien, par exemple, puisqu'il y a des gens qui se sont embêtés. Voilà. Ah, quelques bières à Dijon. On a vu les mallettes passer sous la table.
Non, mais très, très bonne remarque. Hein, donc Sébastien. Pour revenir sur Rada, ce que pour moi, il apporte vraiment, c'est toute cette dimension conceptuelle et ça permet de répondre aussi à la question de Mike. Est-ce que c'est si compliqué à comprendre? Non. Un truc qui est essentiel pour moi chez Rada, c'est le premier plan vertical. Le premier plan vertical, c'est le plan perpendiculaire au sol qui rejoint ma colonne vertébrale à celle de l'adversaire. Pour l'instant, tout le monde me suit? Eh bien, en théorie, ce plan, il faut le contrôler en permanence. Ce qui veut dire que tant que je contrôle ce plan, mon adversaire a besoin de 2 temps d'escrime pour me toucher. Donc, il doit soit écarter mon arme, soit déplacer le plan avant de pouvoir m'attaquer. Mais rien que ces éléments-là, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'une fois que ça, on l'a compris, quand on combat, ça soulage complètement la tension cognitive. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de chercher à me demander qu'est-ce que je fais comme geste. OK, je contrôle mon plan. Si je contrôle le plan, je vais essayer de contrôler l'arme. Si c'est l'autre qui contrôle le plan, je vais reprendre le contrôle du plan avant de reprendre le contrôle de son arme. Et en fait, tous ces éléments-là qu'il apporte, alors malheureusement, il ne dit pas clairement warning, home message à retenir, c'est planqué au milieu des pages, mais tous ces éléments-là, je trouve, rendent l'escrime extrêmement facile à comprendre. Et pour ça, moi, je trouve vraiment ce qu'il apporte par rapport alors je dois dire aux autres, mais ça sous-entendrait que j'ai lu les autres, et c'est pas le cas. Ou en tout cas, pas de manière suffisamment approfondie pour pouvoir le prétendre. Merci, Marco. Je rebondis aussi sur la demande de Mike. Si vous arrivez à faire du 1.33 au liage et voyez tout ce qui a été interprété depuis des années sur le 1.33 à partir de pas grand-chose, parce qu'il est quand même assez parcellaire, dites-vous que la Destreza, il y a des logiques qui sont assez similaires de liage, c'est pas le même, on est quand même décalé dans le temps, mais dans les logiques, on a des choses assez similaires. Dites-vous que la Destreza, c'est 2 fois plus simple, parce que tout est écrit dedans. En gros, je force le trait, je grossis le trait, mais c'est très simple. Une fois qu'on a, et là c'est ce que disait Sébastien, une fois qu'on comprend toutes les petites notions les unes à part des autres, qui sont très simples, une fois qu'on sait ce que c'est un ataro, ce que on sait tel truc ou tel placement ou tel déplacement, on vient tout associer et c'est facile en fait. C'est une escrime qui est assez, c'est un manuel de lecture, c'est comment lire de l'escrime. Et une fois qu'on a compris ça, c'est assez simple. Il y a beaucoup d'embellissements autour. Il y a tout un aspect comportement philosophique, etc., à avoir entre guillemets dans la façon de se. On n'est pas là pour tuer l'autre, on est là pour échanger, etc. Si un adversaire refuse de se battre, ça sert à rien. On va travailler avant tout le contrôle, la défense, etc. Donc ça, c'est des choses à appréhender. Mais en soi, c'est probablement, on a fait. Je pense qu'il y a un peu de mal qui a été fait au début des AMHE avec une appréhension, c'est une escrime mathématique, géographique, parce que les gens ne comprenaient pas, mais c'est une escrime qui est assez simple au final. C'est pas. Une fois qu'on a les notions, c'est assez simple. Il n'y a pas des choses ultra techniques avec des feintes où il faut développer des cuisses en béton armé pour pouvoir faire des grandes fentes et rester stable. C'est comme par exemple pour faire du giganti. En fait, c'est assez simple. C'est assez simple. Faut pas chercher à complexifier le truc. La Destroyer, c'est une escrime assez simple au final. Bon, mais alors, ils mettent ça assez simple. Et tout ce qui est simple, il faut l'expliquer longtemps. Merci à vous. Je vous propose de nous arrêter ici. Après cette petite heure passée en excellente compagnie. Merci. Merci à vous. On va donc compiler ces discussions, les mettre à disposition dans quelques semaines de la communauté. Je vous souhaite une excellente soirée. Il vous reste encore 20 minutes pour aller voter si vous ne l'avez pas fait. En tout cas, merci à tous. C'était très intéressant. Moi, je ne connaissais pas du tout l'univers, cet univers-là. J'avais vraiment jamais pris le temps de m'y intéresser et c'est super enrichissant. Merci. Est-ce qu'il y a des gens, je me permets, après qu'on ait coupé, qui peuvent rester si vous voulez échanger, poser des questions? Je vois qu'il y a des gens qui mettent des choses dans les coms. On peut rester après la conversation, l'enregistrement? Ouais. Eh bien, très bien. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures et pour Merci à tous. prochaine table rose.